On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 29. Encourager la prise de parole en langue étrangère en lycée pro. Comment être à l'aise pour parler en langue étrangère ? Voilà un défi pour Francine qui, dans sa classe de première baccalauréat routier à Saint-Ouen-de-l'Aumône, redouble d'inventivité pour augmenter le volume des phrases en anglais de ses élèves. Pour support, les séries télévisées. Bonjour Francine. Bonjour Nathalie. Parler une langue étrangère devant ses camarades, voilà bien un sujet dans notre éducation à la française. En tout cas, merci de nous ouvrir ta classe. Mais de rien, un plaisir. Alors, vous vous souvenez, on avait travaillé sur cette tâche finale. Et en fait, j'aimerais qu'on analyse un petit peu les choses ensemble. Si on reprend ce papier-là que je vous ai distribué, ça doit vous dire quelque chose. Oui. Alors, expliquez-moi, c'était quoi ça ? On devait travailler sur présenter une série de notre choix et du coup la décrire et tout ce qui était en rapport avec cette série. Tu nous présentes l'activité que tu leur as proposée ? Alors, j'ai proposé à une classe de première baccalauréat routier. Alors, je fais simple, hein, c'est les conducteurs routiers. Voilà. Ça ne doit pas s'appeler comme ça, mais c'est pas grave. Dans le terme technique du bac. Donc, je leur ai proposé comment augmenter leur volume de phrases en anglais. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à répondre de manière synthétique sans forcément essayer d'aller au-delà de ce qu'ils jugent être le minimum de ce qu'ils peuvent produire, et ça suffit bien parce qu'ils ne visent que la moyenne ou autour de la moyenne. Donc le but était de voir sur quelque chose qu'ils avaient déjà fait, ou pas fait, en leur laissant la possibilité, de fin de compte, avant la fin du semestre, de me rendre la piste sonore de leur devoir, tout simplement d'augmenter, d'organiser leurs idées pour que ce soit encore mieux que ce qu'ils avaient fait avant. Est-ce que vous l'avez tous fait ? Oui. Yes. Moi, j'ai pas le souvenir que tout le monde m'avait envoyé sa piste sonore. Petite question un peu provoque, mais comment on motive des élèves de première sur cette spécialité-là pour travailler en anglais ? Eh bien, c'est super dur, surtout en particulier avec cette classe-là. Vous avez assisté, entre guillemets, à un cours avec le demi-groupe le plus chouette de la classe. L'autre demi-groupe freine terriblement et se braque même complètement par rapport à l'anglais. C'est-à-dire que refus total de travailler, refus total d'écouter et même parfois tout simplement d'être agréable. Donc là, vous avez assisté à une classe, à un demi-groupe assez quand même réceptif et enclin à tenter de travailler en anglais et à de produire quelque chose. Mais oui, c'est un vrai défi au quotidien que d'arriver à motiver les élèves et en fonction des thématiques, même ce que je pense moi être intéressant pour eux, comme les séries télé, parfois avoir l'impression d'avoir floppé, comme ils disent, c'est-à-dire d'être passé à côté de ce que je pensais être une bonne idée. Tu leur proposes d'identifier les freins à cette prise de parole ? Donc, la particularité de ce travail d'aujourd'hui, c'est de partir de vos difficultés. C'est quoi la difficulté pour vous sur une tâche finale ? Parler anglais. Parler anglais. Ok. La communication. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Parce que ça, c'est un peu générique, ça. Joseph, parler anglais, c'est quoi la difficulté pour vous ? Des mots qu'on comprend pas. Des mots qu'on comprend pas. Les mots qu'on comprend pas ? Ouais. Et si c'est vous qui devez vous exprimer ? Les mots, on ne sait pas les dire aussi. Ouais, des mots, c'est pas les dire. On ne sait pas les dire en anglais. On n'arrive pas bien à les prononcer. Est-ce que tu connais les raisons de ces freins ?
Parler une langue étrangère, c'est pas simple. Surtout quand on maîtrise pas. Surtout quand on n'a pas forcément été bon en collège et que on était au fond de la classe et si le prof nous interrogeait pas, ça nous arrangeait bien parce qu'on n'avait pas forcément envie d'eux. Au lycée, on a des petits effectifs en lycée pro. Parce qu'en plus, on est dans un dispositif un petit peu particulier. Donc, on a un effectif, somme toute, assez réduit. Et là, c'est un petit peu plus difficile de se cacher et de ne pas rendre ses devoirs parce que, fin de compte, même si les notes, on dit qu'on s'en importe, ça nous intéresse pas, on se dit toujours que, c'est pas grave, même si je suis nulle en anglais, je vais être meilleure en maths et ça va compenser ma moyenne. En fait, le frein, déjà, c'est la langue étrangère. C'est-à-dire d'oser oublier un peu ce qu'on a vécu au collège et de se dire, ok, j'ai des acquis, il y a peut-être des trous dans ce que je sais, mais je vais essayer de m'améliorer. Et il faut être dans cette démarche-là. C'est ce que j'essaye de leur dire dès la seconde, c'est-à-dire que essayer d'oublier un petit peu l'anglais, ce qu'ils ont vécu avant, qu'on va travailler de manière totalement différente, avec des objectifs d'examen, il est vrai, mais aussi des objectifs de vie, tout simplement, de citoyens du monde, et de se dire que l'anglais, ça peut servir à tout. Et donc, l'oral reste la plus grande des difficultés chez eux. En plus, ils ont moins le goût de l'effort qu'avant. Un élève qui rend pas ses devoirs, il y a quelques années encore de cela, j'en avais un, et encore il avait une bonne raison pour pas l'avoir fait. De plus en plus, j'ai la majorité des élèves qui ne rendent pas les travaux demandés, tout simplement, les devoirs maison ou même les tout petits exercices ne sont pas faits. Et ils ne se cachent pas, la flemme, pas envie, je sais pas, j'ai pas eu envie, de toute façon ça sert à rien. Bref, il n'y a plus de réelle excuse valable, entre guillemets, et le goût de l'effort n'est plus là. Donc en fait, arriver déjà à combattre l'image négative qu'ils ont parfois d'eux-mêmes dans la langue, parce qu'ils ont, peut-être les autres se sont moqués d'eux, peut-être parce que c'était pas assez positif, ou qu'ils se sont dit, ils aimaient pas, de toute façon, moi avec la prof au collège, ça me plaisait pas, je l'aimais pas, elle m'aimait pas, bref, j'avais des mauvaises notes. Ils partent déjà du principe que l'anglais est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Il reste encore beaucoup dans l'affect, c'est-à-dire que pour certains, c'est toujours lié à tel et tel enseignant. Oui, de toute façon, ils m'aiment pas, donc moi, j'aime pas l'anglais. Voilà, paf, ou n'importe quelle autre matière. Donc, il faut déjà retrouver un peu d'estime de soi. C'est pas facile quand on a 14-15 ans. Il faut accepter de travailler un petit peu à la maison et puis surtout écouter en classe. Et tout ça, ça constitue les freins qui font que déjà, ils ne s'autorisent pas à essayer. Pour beaucoup, c'est non, j'ai pas envie, et de toute façon, ça sert à rien. C'est l'impuissance apprise, à force de ne pas réussir, on n'essaye même plus parce qu'on sait que ça va être négatif. Et pourtant, dans ton heure de cours, tu te démènes, j'ai l'impression, pour lever ces freins. Et j'ai noté plein de sujets sur lesquels tu tentes de lever les freins, notamment le choix du sujet. Je trouve que tu t'essayes de leur proposer un sujet qui doit les animer. Tu veux bien nous le présenter ? Alors oui, ils doivent développer une série. Alors c'est difficile parce que chacun n'ayant pas les mêmes envies, les mêmes choix au niveau cinématographique ou télévisuel, en fait, j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait leur plaire. On va travailler sur la série. On va travailler sur une série en particulier et on va essayer de détailler pour vous permettre d'augmenter votre volume de phrases et d'oublier un petit peu toutes ces difficultés que vous avez, c'est-à-dire l'agencement des mots, des phrases, les mots dans les phrases, la formulation, la conjugaison et l'accent. Et là, je me rabats sur Lupin parce que La Casa de Papel, c'est un petit peu plus antérieur. Lupin est plus proche de nous sur la dernière saison. Donc j'essaye de me raccrocher à ça parce que c'est une série que moi déjà j'ai vue. Ça m'arrange. Et en même temps, que la plupart ont vu, Omar Sy, c'est quand même un exemple, puisque c'est à la base un petit gars de cité qui a bien réussi, etc. Bref, il correspond un petit peu il est à l'image de mes élèves, c'est-à-dire la possibilité de réussir. Évidemment, quel que soit on va dire, son milieu dans lequel on évolue, on a la possibilité de réussir à condition de faire un effort. Donc voilà, j'essaye de les faire parler sur la série Lupin. Lupin, vous avez vu ? Non. Qui connaît Lupin ? Levez la main. Put your hands up in the air. Ok, donc il n'y a que vous qui n'avez pas Lupin. Mais j'ai pas regardé.
Ok, on va éviter de spoiler les histoires. J'ai noté aussi que le choix du format est très engageant. Tu nous présentes le format que tu leur proposes? Alors, je leur propose un format audio, c'est-à-dire qu'ils vont devoir présenter à l'oral la série, ou une autre série que Lupin, hein, mais pour le cours, j'ai choisi Lupin, mais ils sont libres après de parler de la série qu'ils souhaitent. Et en leur disant que de toute façon, la piste sonore ne sera écoutée que par moi-même. C'est-à-dire que là encore, je les mets en confiance, dans le sens où il n'y a pas de prise de risque avec la possibilité que leur voix, ou leur phrase, ou leur accent, ou leur intonation soient utilisées à mauvais escient par les autres. Donc c'est vraiment quelque chose, pas d'intime, mais ils savent que ça ne sera uniquement écouté que par mes oreilles, et donc que la notation ne se fera pas avec les autres. Tu fais le choix de partir du français, c'est-à-dire tu construis leur exposé en français. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez sur Lupin? Comment on dit ça a été tourné à Paris? Ça a été tourné à Paris. Madame, Ok. comment on dit? Il s'appelle Arsène Lupin. Shot Paris. Oui, alors aujourd'hui, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on le fait pour l'instant en français. Et après, on va switcher en anglais. Tu nous expliques ce choix? Alors c'est un choix un peu qui peut être contestable, hein, c'est-à-dire que peut-être certains de mes collègues ne feraient pas ça. Pour certains déjà, agencer leurs idées en français, hiérarchiser les idées, donner une certaine cohérence à un paragraphe, c'est compliqué. Donc si je passe directement en anglais, je risque de les perdre. Donc je leur demande dans un premier temps uniquement qu'est-ce qui les motive à regarder une série pour qu'ils analysent. Et qui déjà en langue n'a pas d'abord conceptualisé en français ce qu'il va dire avant de conceptualiser et de traduire entre guillemets, ou en tout cas de passer dans la langue de Shakespeare. Je leur dis aussi que je ne suis pas dans leur tête. C'est-à-dire que eux partent toujours du principe qu'ils ont une phrase en français et ils veulent absolument la traduire de manière arbitraire en anglais, mais que fin de compte, même si au dernier moment ils changent de sens, moi je ne le sais pas, puisque j'ai juste le résultat final de la phrase. Donc ils doivent se faire confiance, et quand c'est trop difficile, qu'ils changent tout simplement de mots ou de sens de phrase, ou qu'ils partent sur une autre idée s'ils ne savent pas tout simplement l'exprimer. Quand c'est trop dur, vous évitez cette idée-là, ou vous la transformez en 2 ou 3 plus petites idées, pour vous permettre d'être efficace. Le but étant de parler anglais. Yes. Ok. Donc, on est toujours avec Hassan Diop. On est expensive. On a robbery, c'est-à-dire que vous voulez parler que c'est son plus gros casse, en fait. C'est ça, son plus gros vol. Ah oui, mais là, on est parti sur une seule. Alors, comment vous pourriez transformer cette phrase pour la rendre plus simple? Tu t'attaches au cours de l'activité de valoriser ce qu'ils proposent. Tu leur dis finalement, pour des élèves qui disent ne pas réussir, vous y arrivez. Là, ne vous inquiétez pas, on consolide. Alors, vous me faites une phrase complète. The series is the 3 seasons. Non, dans la série de Lupin. Series of the Lupins. J'ai de la merde, c'est vrai. C'est plutôt pas mal, je suis très contente de vous, là. Est-ce que c'est consciemment ou c'est naturel chez toi de faire cela? Moi, je me dis toujours, chaque petit pas fait par un élève vers quelque chose pour lequel, pour lui, ça a représenté un pas de géant. Par rapport à ses habitudes de travail, il faut que ce soit valorisé. Maintenant, c'est vrai, je récupère mes élèves en seconde, je consolide, je reprends les bases. Alors pour certains, c'est pénible parce qu'ils les savent, ils ont eu des années collège assez simples, assez faciles, et les bases sont là, et fin de compte, pour certains, ils s'ennuient, donc je leur donne des tâches supplémentaires à faire, je leur donne des jeux sur Internet, bref, je leur permets de s'épanouir autrement pour ne pas qu'ils attendent. Et puis pour d'autres, on part tellement, je vais pas dire de loin, mais on a tellement de choses à rebâtir dans la confiance en soi, dans tout simplement les petites bases qui permettent déjà de fabriquer des phrases correctes, que oui, effectivement, je leur dis souvent, une base de Lego, si vous voulez construire la maison, il faut que la base soit solide.
Effectivement, on pourrait bâtir sur quelque chose qui n'est pas stable, mais vous allez faire écrouler l'édifice tout en haut et la chute, elle est encore pire. Donc je préfère prendre mon temps, leur montrer aussi qu'ils en sont capables et les valoriser tout le temps. Et pour la petite histoire, c'était une classe difficile, comme je l'ai dit. Et pour le temps, je me suis battue pour qu'on parte en Angleterre ensemble. Fin de compte, ça ne s'est pas fait parce que d'un point de vue budget, ça ne passait pas, la temporalité, enfin bref. Mais on a été au bout du projet, même avec cette classe-là. Parce que c'est pas parce que c'est compliqué en classe que ce n'est pas des bons moments d'échange aussi avec les élèves. Et individuellement, elles sont adorables. Si vous voulez augmenter votre phrase, le but, les garçons, puisque la fille vient de partir, le but, c'est quoi? C'est d'augmenter le volume, puisque au bac, vous êtes censé tenir un certain nombre de minutes. On peut dire le titre de la série et Lupin. Alors, comment est-ce que vous allez me dire ça? The title of the series is Lupin. Ok, vous voyez que vous augmentez. Comment vous pouvez encore augmenter? Tu parles d'une grille. Tu nous la présentes, cette grille? Alors la grille de compétences, je m'appuie de plus en plus, puisqu'on est presque au 2e semestre de la première, sur la grille de bac en fait. Donc je donne en fait les éléments qui vont être, on va dire, qui vont m'aider à les noter. C'est-à-dire que progressivement, en seconde, je pars sur des grilles de notation assez, je ne vais pas dire floues, mais beaucoup plus élastiques, qui me permettent de moins noter la longueur, de pouvoir valoriser chaque petit progrès de manière significative. En première, dans les premières tâches, je note, voilà, en suivant les progrès, est-ce que les idées sont bien hiérarchisées. Progressivement, en fin de première, et après encore plus en terminale, je m'appuie sur les grilles de bac, toujours en les adaptant au niveau pour qu'il y ait une gradation. Pareil pour la durée. Les secondes, c'est au minimum 1 minute. Les premières, on est au minimum 1 minute 30. Effectivement, on demande 30 secondes de plus. En terminale, je commence à 1 à 2 minutes, et s'ils peuvent atteindre les 3 minutes en fin de terminale, ça me va. Voilà, il y a une gradation aussi sur la durée de production. Tu proposes à tes élèves donc d'augmenter leur production. Tu pars d'un noyau, d'un petit noyau, et tu leur proposes de l'augmenter, de l'améliorer. Et je trouve qu'à écouter tes élèves interagir avec toi, on illustre encore une fois combien le collectif est puissant. C'est-à-dire que à plusieurs, on a plus d'idées. Bon, pour des gens qui ont un peu de mal avec l'anglais, quand même, c'est plutôt pas mal. On a augmenté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les acteurs, le nom des acteurs. On peut parler des noms des acteurs. Regardez un peu tout ce qui est écrit sur votre page. Le genre de la série. Ouais. On peut parler des noms d'épisodes. Des noms de saison. On parlait de la date de début et de la date de fin. Non, mais ça, c'est pas Oui. pour ça. Mais après, ils disent quoi? Original. Bon, ça, je sais pas. Original On peut Netflix. parler du plot, Original. où la série est tournée et de quoi elle parle. La question qui me taraude, c'est celle de l'apprentissage individuel. Est-ce que tu prends la mesure de ce qui se passe entre ce travail collectif, donc de cette amélioration collective, et de ce que ça fait pour chacun de tes élèves? J'ai un peu de mal à mesurer dans le sens où certains sont capables de belles choses quand ils sont avec les autres. C'est-à-dire le fait d'être entraînés par la dynamique positive de la classe, vont être capables de se surpasser, de se dire « ouais, je vais faire ça ». Et après, tout seul à la maison, ça s'écroule parce que ils ont peur. Il n'y a plus les autres, il n'y a plus celui qui va souffler la bonne idée et qui va faire qu'on va rajouter un petit mot pour augmenter. Il y a des fois, je serais tentée de dire vous pouvez le faire à 2 ou à 3. Mais là aussi, on connaît les travers. C'est-à-dire que celui qui est un peu plus à la peine va s'appuyer sur ceux qui sont un peu plus costauds et du coup va rester en retrait sans forcément faire l'effort. Ou alors, il faudrait que je fasse autrement. En classe, celui qui est le plus faible commence la production écrite. Ensuite, il va voir un élève un peu plus costaud que lui. Et à 2, ils vont essayer de modifier. Et encore après, à un 3e niveau. Là, effectivement, ce travail pourrait être fait et envisagé. Mais il faut qu'ils s'entendent bien. Il faut qu'il y ait une synergie positive entre eux. Et c'est pas toujours le cas. Mais c'est comme ça que j'aimerais le faire en théorie.
et que j'essaye de faire dans certaines classes, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on part de l'énoncé le plus simple et on l'augmente progressivement avec l'aide de chacun. Mais est-ce que réellement l'élève qui est plus à la peine va oser faire ce travail-là seul chez lui? Est-ce qu'il va trouver l'énergie nécessaire? C'est plus difficile pour moi à évaluer et j'aurais tendance à être négative là-dessus en disant non, il va faire toujours ce qu'il sait. Alors que peut-être s'il pouvait le faire en classe avec son micro et son... Voilà, il le fera peut-être. Mais c'est une piste que je pourrais essayer de développer pour voir l'efficacité du système. On les entend oser s'exprimer en anglais. Assas Diop, robbery, most expensive, jewelry. Je vais écrire les mots que vous venez de me dire. Je sais pas moi si c'est bon. Ah, il y a du très bon. Faut juste peut-être touiller dans le sens inverse. Est-ce qu'il y a des prérequis pour toi dans le climat de classe à installer pour que la parole puisse se développer? L'écoute, la bienveillance entre eux, c'est pas facile. On travaille sur les notions de citoyenneté, de gentillesse, de bienveillance, d'acceptation de l'autre. C'est pas simple, surtout dans cette classe-là où il n'y a qu'une jeune fille qui qui ne s'est pas non plus exprimée, mais qui participe à la classe, mais sa place n'est pas simple pour elle. Donc déjà, elle se met en retrait elle-même parce qu'elle veut pas être jugée par les garçons. C'est un peu particulier. Oui, il faut qu'il y ait déjà une bonne synergie entre l'enseignant et sa classe pour que la connivence puisse se sentir et se faire. C'est pas tous les jours évident. Il y a des jours où l'énergie manque d'un côté comme de l'autre, ou alors que d'un côté j'ai l'impression de m'énerver toute seule et distiller mon énergie et j'ai pas de retour. Mais voilà, il faut poser le cadre comme quoi personne ne peut se moquer de l'autre, surtout pas en anglais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va arriver à régler le problème de l'accent? Non, ça va prendre du temps. Ok. Du temps, de l'entraînement. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est sûr que l'anglais, c'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrive. C'est l'entraînement, le fait de me faire vos tâches finales et de me faire votre travail régulièrement que vous allez augmenter. Pour tirer un peu le fil de cette question de l'oralité, j'ai retrouvé sur Être prof une ressource et des tutos sur comment apprendre aux élèves à poser leur voix, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça complète ton travail et on mettra ça dans les notes de l'émission. J'ai 2 dernières questions. Est-ce que tu te souviens de ton rapport à la prise de parole quand tu étais lycéenne? Alors, fille d'enseignant, si tu veux, on va dire élève en collège qui était toujours dans le trio, le quatuor de tête. C'était toujours pénible de devoir lever la main, d'avoir l'impression qu'en fait, quand je levais pas la main, les profs me regardaient parce que ça faisait pas avancer le groupe qui restait muet. Donc effectivement, à force de toujours passer pour l'intello, il y a eu un moment donné où je m'étais posé la question, je vais me taire. Parce que ça devient trop difficile toujours que ça repose entre guillemets, et puis on n'a pas toujours une bonne image quand on est l'intello. Enfin en tout cas quand on était l'intello, hein, c'était toujours difficile à porter. Ça n'a jamais été toujours très simple. On est partagé entre le fait qu'on a envie de donner la réponse parce qu'on la connaît, etc. Et puis après de se dire ouais, enfin... Pourquoi toujours moi, quoi? Enfin, voilà. C'est vrai que la prise de parole en classe est compliquée. Voilà. Vous vous enregistrez ce soir tranquillement à la maison. Vous me l'envoyez. J'ai le temps d'écouter vos pistes sonores avant de boucler vos moyennes. J'ai fait exprès. Comme ça, ça permet de remonter un petit peu. Donc, je compte sur vous. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours aussi difficile? Non, c'est pas dur. Ça facilite. Ça facilite. Donc le travail préparatoire à une tâche finale est important. Je vous souhaite une belle journée. Bossez bien. Et pour finir, si tu étais une super-héroïne sur ce type d'activité, tu choisirais laquelle? Eh ben, sur celle-ci, je sais pas trop.
Une héroïne. Vaiana, parce qu'elle surfe sur la vague et elle essaye de... de capter les bonnes ondes pour aller plus loin. Voilà, j'essaye de... Très bien, prenons celle qui vient comme ça. Il y a toujours quelque chose à illustrer. Il y a peut-être une idée de vacances aussi là-dessous. C'est bizarre, hein, Vaiana. En tout cas, merci beaucoup, Francine. Mais de rien, un grand plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.